Élèves de terminale S, bonjour. Nous voyons maintenant la deuxième partie de la leçon sur les facteurs cinétiques. Les compétences exigibles pour le baccalauréat sont seulement d'ordre expérimental. C'est pourquoi dans la première partie, j'ai décrit des expériences permettant d'étudier les facteurs cinétiques comme la concentration des réactifs ou la température. Dans cette leçon, nous disons quelques mots sur le facteur cinétique solvant et nous étudions d'autres facteurs cinétiques qui ne sont pas écrits dans le BO, tels que état de division des solides, pression d'un gaz, éclairement. Cette leçon est donc essentiellement un approfondissement hors programme. Nous avons déjà défini le facteur cinétique, tout paramètre permettant d'influencer l'évolution temporelle d'un système chimique. L'état de division est un facteur cinétique qui ne concerne que les réactions dans lesquelles interviennent un ou plusieurs réactifs solides. Lorsqu'un solide est en jeu, la réaction chimique ne peut se faire qu'à la surface du solide. En effet, considérons un réactif solide. Réactif 1, petit morceau de matière modélisé sous forme d'un petit cube. Il réagit avec un réactif 2 qui peut être par exemple en solution aqueuse ou un liquide ou en solution dans un solvant autre que l'eau pour donner des produits. Pour que 1 réagisse avec 2, il faut que 1 entre en contact avec 2. Les entités, atomes, ions, molécules, à l'intérieur du cube ne peuvent pas être en contact avec le réactif 2. Seules les entités à la surface du solide peuvent réagir avec le réactif 2. Ces entités au cœur du cube pourront réagir beaucoup plus tard quand toute la matière qui les entoure aura réagi, donc disparu. Si les entités du centre du cube, elles aussi, pouvaient être en contact avec le réactif 2, cela augmenterait la vitesse de la réaction. Voyons comment. Soit un système constitué d'une masse m de matière contenue à l'intérieur d'un cube d'arête A. Calculons S0, la surface du système découpée 0 fois, c'est-à-dire que l'on n'a pas encore découpé. Le cube possède 6 faces et chaque face a une surface égale à A carré. On a donc S0 égale 6 A carré. Divisons ce cube en 8 une première fois. Nous coupons le cube en 2 dans les 3 directions de l'espace, comme ceci. Séparons les morceaux, nous obtenons 8 cubes d'arête A sur 2. Calculons alors la surface S1 du système ayant été divisée une fois au sens où on vient de le définir. S1 égale 8 fois la surface d'un cube d'arête A sur 2, soit 8 fois 6, 48 divisé par 2 au carré, 4, ce qui fait 12 A carré, donc 2 fois 6 A carré, soit 2 S0. En divisant le cube en 8 une fois, nous avons donc doublé la surface du système. Si nous découpons une deuxième fois le système, chaque petit cube en donne 8. La surface totale S2 vaut 2 S1, soit 4 S0. Avec une troisième découpe, on obtient S3 égale 8 S0. Nous pouvons écrire S0 sous cette forme puisque 2 puissance 0 égale 1. De même, nous avons trouvé S1 égale 2 S0, soit S1 égale 2 puissance 1 S0. Nous continuons avec S2 égale 4 S0, 2 puissance 2 S0, et S3 égale 8 S0, soit 2 puissance 3 S0. On en déduit la formule générale, Sn égale 2 puissance n S0 pour un système divisé en 8 n fois. La surface du système est multipliée par 2 puissance n. Et l'arête d'un cube étant divisée par 2 à chaque découpage, j'obtiens de même AN égale A0 divisé par 2 puissance n. Prenons par exemple un cube d'arête A0 égale 10 cm égale 100 mm et coupons-le en 8, n égale 10 fois de suite. Nous obtenons un système de surface S10 environ 1000 fois plus grande, formé d'un très grand nombre, 8 puissance 10 égale environ 1 milliard, de petits cubes d'arête A10 égale environ A0 divisé par 1000, soit A10 égale 0,1 mm, à peine visible.
Le système est donc devenu un solide en poudre fine et les entités chimiques qui étaient au cœur du cube initial et ne pouvaient pas réagir avant longtemps sont maintenant soit à la surface d'un microcube et réagissent immédiatement dans ce cas, soit à l'intérieur d'un microcube et réagiront très vite dans cet autre cas puisque peu de matière qui sera très vite consommée les sépare des réactifs. Expérimentalement, on constate effectivement que la vitesse de la réaction est d'autant plus grande que la surface de contact du solide avec les autres réactifs est grande, donc quand le solide est réduit en poudre fine. C'est pourquoi, par exemple, dans l'industrie, pour extraire le métal du minerai, la première étape consiste à broyer ce dernier pour le réduire en poudre à l'aide de concasseurs avant traitement chimique. Soit deux tubes à essai contenant la même masse M de zinc. À gauche un morceau de zinc, à droite du zinc en poudre. Simultanément, nous ajoutons une solution acide, c'est-à-dire des ions oxonium H3O+, dans les deux tubes. Observez le tube de droite. Il devient tout gris car les micrograins de zinc sont dispersés dans l'ensemble de la solution. Quand tout le zinc aura réagi, donc disparu pour se transformer en Zn2+ incolore, la solution redeviendra incolore. D'après l'équation de la réaction, vous voyez que l'on observe effectivement un dégagement gazeux dans le tube de gauche et que ce dégagement prend sa source à la surface du morceau de zinc. Dans le tube de droite, la réaction est beaucoup plus vive. On y observe des turbulences. La réaction y est donc beaucoup plus rapide. Les petits grains de zinc sont entraînés par le flux important de dihydrogène qui remonte à la surface et certains se retrouvent prisonniers d'une mousse où ils réagissent moins bien que dans la solution. On pallie cet inconvénient en homogénéisant le contenu du tube de temps en temps. Voilà les tubes un peu plus tard, la transformation a atteint l'état final à droite, mais à gauche, le morceau de zinc, certes plus petit, n'a pas encore disparu. Encore plus tard, ce n'est toujours pas terminé dans le tube de gauche. Nous venons d'observer que la réaction mettant en jeu un solide est beaucoup plus rapide si le solide est divisé, donc en poudre fine. La pression est un facteur cinétique dans le cas où un ou des réactifs sont des gaz. Considérons un gaz A, il réagit avec un gaz B pour donner un produit C. Pour que la transformation puisse se faire, les gaz doivent entrer en contact, comme ceci par exemple. Considérons deux mélanges gazeux identiques, gaz A, gaz B, que nous symbolisons par 4 ronds rouges et 4 ronds bleus, à la même pression P1 et à la même température T. Puis, tout en gardant la même température, doublons la pression dans le récipient de droite. En augmentant la pression, on observe que le volume diminue et que les molécules se rapprochent les unes des autres. Nous avons là la photographie à l'instant initial de deux mélanges gazeux contenant les mêmes quantités de matière de A et de B à la même température T et à des pressions P1 et P2 différentes, telles que P2 égale 2P1 supérieur à P1. Les molécules des gaz sont en agitation perpétuelle et les molécules A et B, après un certain nombre de chocs sur les parois, finissent par entrer en contact et donner le produit C. On remarque que l'état final est atteint plutôt à droite, là où la pression est plus grande. Si par exemple la température T du mélange gazeux et de la paroi est comprise entre la température de fusion et la température d'ébullition de C, C est obtenu sous forme de liquide et les molécules de C formées qui rencontrent la paroi s'y accumulent pour former des gouttelettes. Ce que nous avons symbolisé par les ronds jaunes qui restent en contact avec les parois. Revoyons encore une fois l'animation. Vous avez peut-être remarqué la similitude qu'il y a entre cette interprétation que nous venons de faire et celle de la précédente leçon à propos de la concentration des réactifs. Dans le cas où la réaction est photochimique, l'éclairement est un facteur cinétique. Considérons par exemple le mélange méthane gaz incolore et dichlore gaz jaune verdâtre dans l'état initial placé dans l'obscurité, un peu éclairé et en pleine lumière. Dans l'obscurité, on n'observe pas de réaction.
Lorsque le système est un peu éclairé, on observe l'apparition lente de fines gouttelettes de liquide sur les parois internes du tube, ainsi que l'atténuation de la couleur jaune verdâtre du mélange gazeux. Et en pleine lumière, la transformation est beaucoup plus rapide. CH4 réagit avec Cl2 pour donner le monochlorométhane CH3Cl pour lequel un atome d'hydrogène du méthane a été remplacé par un atome de chlore. Le monochlorométhane devient réactif à son tour, réagit avec Cl2 et donne du dichlorométhane où un deuxième atome d'hydrogène du méthane est remplacé par un atome de chlore. Le processus de substitution continue ensuite avec l'obtention du trichlorométhane plus connu sous le nom de chloroforme et enfin avec l'obtention du tétrachlorométhane très utilisé comme solvant apolaire. Il s'agit là d'une réaction photochimique en chaîne menant à un état final constitué d'un mélange de ces 4 produits dans des proportions variées selon les quantités initiales de réactifs. Dans ce tableau, nous lisons les températures de fusion et d'ébullition des 4 produits susceptibles d'être obtenus. Si l'on considère que ces différents produits sont obtenus à θ égale 25 degrés Celsius par exemple, alors pour 3 d'entre eux, di-, tri- et tétrachlorométhane, la température θ égale 25 degrés Celsius est comprise entre la température de fusion et la température d'ébullition et ces 3 produits sont obtenus liquides. Les gouttelettes de liquide accrochées à la paroi du tube sont donc constituées d'un mélange de ces 3 produits. Le monochlorométhane est gazeux à 25 degrés Celsius. Si l'éclairement devient trop intense et riche en ultraviolet par exemple, la réaction peut devenir extrêmement rapide et donc explosive. Dans ce cas d'ailleurs, l'éclairement oriente la transformation vers l'obtention de produits différents, comme du carbone solide noir et du chlorure d'hydrogène. Si vous voulez équilibrer l'équation de la réaction, vous écrivez 2Cl2 plus CH4 donne C plus 4HCl. Soit un réactif A liquide, il réagit avec un réactif B, lui aussi liquide, pour donner le produit C. Mais A et B ne sont pas miscibles. Ils ne se mélangent pas. Si B est moins dense que A, on obtient ceci par exemple. Et la réaction ne peut se faire que sur la surface de contact entre les deux réactifs, la surface S. Si on oblige les réactifs à être en contact l'un avec l'autre en agitant le milieu, on constate que la réaction est plus rapide. L'agitation du milieu réactionnel permet d'augmenter la probabilité de mise en contact des réactifs et donc d'accélérer la réaction chimique. C'est un facteur cinétique. Reprenons exactement la même situation que précédemment. A réagit avec B pour donner C, mais A et B ne sont pas miscibles. Nous pouvons envisager un autre moyen pour accélérer la réaction. Supposons que l'on dispose d'un solvant D dans lequel le réactif A et le réactif B sont solubles. Alors, si nous ajoutons du solvant D dans le bécher, nous pourrons homogénéiser la solution et ainsi favoriser la rencontre des réactifs. Comme ceci. Favorisons un peu la dissolution des réactifs dans le solvant D. Voilà. Maintenant, la réaction peut avancer. Nous avons là un mode d'action possible du solvant pour accélérer une transformation chimique. Dans certains cas, un solvant peut accélérer une réaction chimique, c'est un facteur cinétique. La leçon est terminée, la prochaine fois, nous parlerons de catalyse. À bientôt!